pour combiner. J'ai répondu à 4 questions sur l'éducation. Comment avez-vous financé vos études? Écoutez, je vais vous dire, j'ai eu 2 chances dans ma vie. C'est que mes parents ont toujours tout sacrifié pour mes études. Et j'ai surtout eu une 2e chance, c'est d'être français. Et à l'époque, on ne payait rien. C'est aujourd'hui qu'on paye des dizaines de milliers d'euros pour les droits d'inscription à Sciences Po. Moi, dans ma génération, on ne payait rien. J'ai été boursier pendant une partie de mes études. Après le bac, j'ai fait 2 fois une première année et j'ai pas réussi à aller plus loin et j'ai tout de suite travaillé. Ouais, c'est les parents qui étaient derrière. Hein. J'ai d'abord été correcteur dans l'imprimerie et mauvais correcteur parce que j'étais un militant politique. Donc le militant politique, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il se réunit le plus souvent, des trucs comme ça. Donc on n'était pas très frais au réveil pour aller corriger. Et puis d'autres choses de cette nature, pompistes et autres. J'ai financé mes études en faisant un prêt étudiant, en travaillant, et j'avais un peu d'aide de mes parents. Oh, je n'ai pas fait de grandes études puisqu'elles se sont arrêtées à l'âge de 19 ans, à la veille de l'oral de mon brevet de technicien agricole. J'ai été informé que papa était hospitalisé et le soir j'étais à 2700 mètres d'altitude pour retrouver le troupeau. J'ai eu la chance de... Mes parents m'aident et puis j'ai travailloté. C'est-à-dire, j'ai fait du babysitting, j'ai aidé. J'ai travaillé en étant prof dans le privé, en faisant des petites vacations, plusieurs demi-journées par semaine, et ça jusqu'au bout. Alors, j'ai d'abord fait un prêt étudiant et je l'ai remboursé. À partir de quel âge faut-il faire des cours d'éducation sexuelle à l'école? Je crois qu'il faut commencer le plus tôt possible dès l'école primaire, au moins une fois tous les 15 jours. Je ne sais pas. Là, on parle de psychologie. On parle de construction des êtres humains. Donc, c'est des sciences qui sont en jeu. Et moi, je m'en fous de savoir si le scientifique, il est de droite, de gauche, du milieu, du centre, d'en haut ou d'en bas. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui s'approche de ce qui est utile, vraiment. Je pense que depuis Internet, les enfants ont moins besoin de cours d'éducation sexuelle entre nous. Bon, on peut faire des cours d'éducation sexuelle, mais il faudrait surtout apprendre à lire et à écrire, à parler français, et à avoir un bon niveau de mathématiques. L'enjeu, c'est pas simplement l'éducation sexuelle en tant que telle, c'est l'apprentissage de la différence, l'apprentissage de la diversité, l'apprentissage du respect, l'apprentissage du consentement. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'école, à part éventuellement en cours de sciences naturelles, d'enseigner, d'éduquer, surtout que depuis mon époque, ça a dérivé dans des cours de théorie du genre et autres, d'initiation au changement de sexe ou au ressenti, etc., etc. Je suis contre cette propagande LGBT à l'école. On a besoin à la fois de faire des cours d'éducation sexuelle et de vie affective, notamment aussi pour pouvoir pacifier les rapports entre les filles et les garçons, donner des repères sur l'égalité femmes-hommes. Les comportements sociaux, ça s'apprend dès le début, donc on peut supposer que dès qu'on peut discuter, dès qu'on peut comprendre, dès qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, ça doit se faire le plus tôt possible. Il est important de montrer à nos enfants les rapports que nous devons avoir dans le cadre des relations entre 2 personnes du même sexe ou pas. Et il faut pouvoir rendre tout ce qu'il y a de tendre dans l'amour, mais aussi de respect du corps, de respect de l'autre. Et ça doit commencer le plus tôt possible et se construire avec les équipes pédagogiques. Et forcément, on n'en parle pas de la même manière au début du collège qu'à la fin du lycée, mais il faut en parler tous les ans. Je pense qu'à partir notamment de la 6e, il faut informer les enfants, les jeunes, c'est des préados. Faut-il réduire le nombre d'élèves par classe ? Je pense qu'arriver autour de 18 élèves par classe partout dans la scolarité serait une très bonne chose. Bon, moi, en tant qu'enseignante, j'ai parfois le sentiment de faire de la maltraitance, en fait, parce que, justement, j'ai pas cette possibilité-là de m'intéresser aux uns, aux autres, d'éveiller leur curiosité à partir de ce qu'ils sont, justement. Donc, à 100% pour. C'est pas la question. Dans les années 60, il y avait 40 élèves par classe et on entendait une mouche voler. La question majeure, c'est de permettre aux enfants de travailler, de récompenser le mérite et d'arrêter avec la démagogie de la baisse de niveau. Moi, ce que je souhaite, c'est que là où il y a le plus de difficultés scolaires, eh bien, on puisse dédoubler les classes.
On peut penser que les classes à 35, c'est largement trop et qu'il faut descendre dans les 20, enfin autour des 20. Donc, il faut effectivement, et c'est dans mon projet, recruter 65 000 enseignants au regard de l'ambition qu'on doit avoir pour notre jeunesse. Pas plus de 20 à 25 par classe, et même en maternelle, c'est pas plus de 15. Il va falloir engager un processus de construction d'écoles, de formation de professeurs, pour limiter le nombre d'élèves par classe. Il ne faudrait surtout pas les augmenter, de façon à aider le maître d'école. Il doit être quasiment intouchable et respecté. Dans mon enfance, nous étions dans des classes de 40 élèves. Et je n'ai pas souvenir que nous ne pouvions pas étudier, ni que le professeur ne pouvait pas enseigner. Je pense qu'il faut changer les méthodes, retourner aux méthodes traditionnelles du par cœur, de l'appropriation des textes, et pour le retour de l'excellence, de l'effort, de la transmission des savoirs, du mérite. Pourquoi ça a de l'importance? Parce que c'est le facteur dont on s'aperçoit qu'il est le plus corrélé au résultat. C'est-à-dire, moins il y a d'élèves dans une classe, meilleurs sont les résultats. Et c'est le seul qui est indiscutable. Disons que souvent, j'observe qu'à l'école, on ne tient pas assez compte de la psychologie en construction d'un jeune. On fait comme si c'était un petit adulte, construit, sûr de lui, capable de maîtriser ses émotions, etc. Alors qu'on est en pleine phase où on se construit, puis on a le droit quand même de se construire. Prévoyez-vous des mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement scolaire? Je veux doubler la médecine scolaire, le nombre d'infirmières, d'assistantes sociales. Car les enfants sont seuls dans l'établissement face à des petits caïds. Il faut surtout qu'il y ait un apprentissage du numérique par les jeunes. Parce que le harcèlement en cours est multiplié par l'impact des réseaux sociaux. Je financerai des maisons pour les enfants qui sont victimes de harcèlement et pour leurs parents, pour pouvoir les réparer et pour pouvoir leur redonner confiance. Le cyberharcèlement comme le harcèlement, ça va au-delà des lieux scolaires, donc il faut que des associations interviennent immédiatement et en urgence. Il faut une répression, des sanctions. Je propose d'ailleurs le rétablissement du surveillant général et pour les élèves les plus violents, la suppression des allocations sociales à leurs parents. Il faut aussi qu'il y ait des lieux pour écouter les enfants, pour accompagner, pour bien sûr à la fois sanctionner, mais aussi prévenir. Il faut donc qu'il y ait des référents dans le lycée ou dans le collège. Exemple, les psychologues scolaires, il n'y en a plus. Voilà. Le médecin scolaire, il n'y en a pas. Donc, psychologue, médecin scolaire. Parce que c'est plus facile de parler avec quelqu'un dans le bahut, qui est psy ou qui est médecin, que d'en parler avec son délégué de classe ou avec son prof principal. Et donc, c'est une question de moyens humains et de formation à mettre dans toutes les écoles. Il faut que l'on puisse recueillir la parole des enfants.